Okay. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à tous. Et à toutes, Et à évidemment. toutes, bien sûr. C'est important, d'autant plus pour ce soir. Si je puis me permettre ce petit happening et ce petit teasing. Merci beaucoup d'être là. Épisode très spécial ce soir. Très spécial, parce qu'il y a plein de choses qui changent. Déjà le décor. Le décor change. Voilà. Les participants, ou plutôt les participantes aussi, vont changer. Donc ça sera pas nous ce soir. On fait juste la petite intro là de 2 minutes. Pour vous contextualiser. Donc cet épisode fait suite à l'épisode qui est sorti juste avant, normalement, qui va sortir en même temps en fait. Tout à fait. Donc on a parlé, les hommes ont parlé des femmes, et ben maintenant on va laisser les femmes parler des hommes. Exactement, par pure égalité républicaine, nous allons établir la même expérience de façon des deux sexes opposés. Voilà, donc on précise, nous ne serons pas dans la pièce quand elles vont parler, donc on ignore complètement ce qu'elles vont dire. Tout à fait. Elles ont absolument carte blanche, il faut que ce soit honnête, il faut que ce soit sincère. Voilà, il n'y a pas de scriptage. Tout à fait, et comme promis, Adrien a fait la cuisine et je fais la vaisselle. Exactement, voilà. Les hommes à la cuisine, c'est ça, un homme en différence. Je dirais pas homme déconstruit, mais presque. Presque. Et en tout cas, petit remerciement aussi rapidement, merci à Stéphane pour les meubles, merci à Laetitia pour la table, ouais, et merci aux entreprises du type Ikea ou encore Carrefour pour le repas et la déco de ce soir. Merci au lycée militaire d'Aix-en-Provence, à la 5e compagnie. Merci à la 5e compagnie. Big up au cadre de la 5e compagnie qui nous regarde. Merci infiniment à toutes et à tous, et on va pouvoir laisser ces mesdames tranquilles. Voilà. Parfait. Clap, bonsoir tout le monde, au plaisir d'être là, je me présente, je m'appelle Antares et je viens faire un petit happening sur ce podcast que je suis depuis les débuts, donc je ne suis pas complètement nouvelle dans le concept. Je suis en Master 1 de droit pénal et c'est un plaisir aujourd'hui d'être là, d'être invitée par les chefs pour parler des hommes. Bonsoir, du coup moi c'est Maïwen, je suis en L3 de droit public, donc dans la même voie que Antares, et j'ai rencontré Adrien et Nicolas de façon complètement random, mais c'est au plaisir que je suis là pour parler des hommes. Voilà, pour bien déconstruire tout ce qu'ils ont dit sur les femmes, même si on n'a pas du tout écouté le podcast. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont dit. On va quand même les tailler pour le concept. Voilà. Ouais, pour le concept. Je pense qu'on est d'accord. On verra bien ce qu'ils ont dit. Alors, du coup, Mawen, je vais poser une petite question pour ouvrir la question, puisqu'on va parler des hommes. Mais finalement, c'est quoi un homme ? Qu'est-ce qu'un homme ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un homme ? Bon, on va prendre homme avec un petit H, puisque c'est le sujet, on va dire. Je me suis fait la réflexion en venant ici que quand on parle des hommes aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus des hommes en tant que, je dirais en tant que groupe, en tant qu'entité limite, plus que en individualisant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, mais donc quand je resserre un petit peu ou j'élargis la question, tout dépend du point de vue. Aujourd'hui, on a quand même une définition de l'homme, de la masculinité, qui dépend énormément de la personne qui la donne. C'est-à-dire qu'il y a l'homme au sens sexué du thème, c'est-à-dire XY, et encore, puisque avec toute la question de l'intersexualité, il y a des hommes qui n'ont pas forcément ces chromosomes XY, mais il y a aussi toute l'idée du genre, le genre masculin, les personnes qui s'identifient comme des hommes et qui ne sont pas nées comme des hommes. Donc pour essayer de poser un cadre, quand je vais me référer aux hommes, je vais ici parler de l'homme au sens classique, c'est-à-dire l'homme hétérosexuel, cisgenre. Le cliché de l'homme, on va dire, même si on peut forcément élargir le propos, et je préciserai dans ce cas-là. Est-ce que toi déjà, donc c'est vrai que je pose ma propre définition de ce qu'est un homme. Pour moi, un homme, voilà, pour poser une définition de l'homme, pour moi, un homme, c'est, au sens le plus grand du terme, c'est une personne qui s'identifie avec le genre masculin et avec ce que la société définit globalement comme le genre masculin, c'est-à-dire, une position, on va dire, de protection, de s'imposer peut-être dans le sens de prendre des responsabilités, et puis aussi tout ce côté d'esprit masculin, la force, ces personnes qui s'identifieraient donc du coup à cette notion générale du genre masculin. Ça pour moi ce sera ma définition de l'homme, mais ici dans ce podcast je vais surtout me référer à l'homme au sens cisgenre. Est-ce que toi tu partages ces définitions ou déjà il y a des divergences ? Non, je partage ta définition sur l'homme cisgenre, mais du coup quand tu parles de masculinité, du côté protecteur, etc. Tout ce qu'on attend d'un homme, tout ce que la société a défini d'un homme. Donc, quand tu parles des hommes, là, tu exclus, par exemple,
il y a des hommes cisgenres qui sont pas du tout dans cet état d'esprit-là ou qui se revendiquent vraiment pas protecteurs, oui. qui n'assument pas cette part de masculinité. Non, oui, je vois ce que je veux dire. Et en effet, je fais marche en arrière immédiatement. C'est bien, tu m'aides à corriger mon propos. Non, vraiment, toute personne qui s'identifie au genre masculin, pour moi, est un homme. Et du coup, c'est vrai qu'on a tous notre propre définition de ce qu'est le genre masculin. C'est vrai que pour un homme en particulier, ça va être la définition classique de l'homme fort, le pater familias, connu de tous finalement. Ou alors, pour d'autres, ça va être aussi accepter cette part de sensibilité qu'ils peuvent avoir en eux. Donc c'est vrai qu'il y a plein de définitions de ce que c'est d'être un homme. Et oui. Est-ce que toi, tu as une définition plus poussée, plus précise de ce que c'est d'être un homme ou pas nécessairement? Pour moi, je rentre vraiment dans l'aspect homme, toute personne qui s'identifie comme un homme et qui se qualifie comme un homme. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on a tous des définitions différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le conscient collectif, quand on entend homme, effectivement, ça nous renvoie directement à cette image de l'homme viril, masculin, vraiment, le pater familias, encore une fois. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment l'homme qui s'identifie comme un homme, mais je pense que le sujet ici, c'est plus ce côté masculin, masculinité toxique même. Ah, donc t'as dit un mot intéressant, tu parles de masculinité toxique, puisqu'on met directement les pieds dans le plat. Qu'est-ce que c'est pour toi la masculinité toxique ? Je pense que aujourd'hui, socialement, c'est construit vraiment une image de l'homme viril qui doit prendre les responsabilités, qui ne doit pas pleurer, qui n'a pas d'émotions, etc. Et s'en est suivi, je pense, une construction même chez les hommes. Après, je ne suis pas un homme, donc je ne pourrais pas vraiment parler de ça, mais qui peut être toxique même pour eux. Je sais que j'ai des amis qui vivent mal ces attentes-là qu'on attend d'eux. Et je sais que sur les incidences que ça a sur certaines femmes peuvent être aussi très toxiques. D'accord, excusez-moi, je me suis étouffée en off. Alors, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la vision aujourd'hui qu'on a de l'homme étouffe d'une certaine manière l'homme. Ah, non, c'est bon, la caméra marche. Oui, c'est vrai qu'elle étouffe énormément, selon moi, les hommes d'aujourd'hui, mais on peut quand même souligner le fait qu'elle a énormément évolué, surtout depuis, j'ai l'impression, le grand mouvement de libération, de remise en question de la notion de ce qu'est un homme, c'était, il me semble, les années 2000, avec... je sais pas si tu as en tête tout ce mouvement du métrosexuel. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, pour vous faire un peu le concept, il y a eu au début des années 2000 cette apparition du cliché de l'homme métrosexuel, c'est-à-dire l'homme plutôt fin, plutôt grand, qui est rasé et qui accepte un peu sa part de féminité. Et c'est vrai que ça avait créé je dirais pas une controverse, mais quand même un point de contention. C'était une insulte à l'époque, pour ceux qui se souviennent des années 2000, pour les vieux parmi nous. C'est-à-dire moi, mais bon, non, quand même. C'était une insulte de se traiter de métrosexuel ou autre chose, mais bon. Enfin, comment dire, blague à part. Notion à part, c'est vrai que c'est depuis, selon moi, les années 2000 qu'on commence énormément à remettre en question la notion même de masculinité, puisque avant, homme, c'était l'homme va chercher l'argent, l'homme travaille, l'homme qui a le dernier mot à la maison, alors qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui, certes, est encore prégnant, mais j'ai l'impression de moins en moins. Après... envie d'apporter une nuance, ce modèle de l'homme, du pater familias, à mon humble avis, c'est un modèle qui se déconstruit surtout dans les sphères les plus hautes de la société. Tu peux complètement être en désaccord avec ce que je dis, mais c'est vrai que, je parle surtout de mes constatations et de mon avis personnel. Encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi, pénalement, légalement et podcastement, voilà, tout ce que vous voulez. C'est vrai que dans les classes, disons, plus basse, plus défavorisée de la société, on reste quand même énormément sur ce modèle du père, de l'homme masculin, de l'homme fort, puisque j'ai envie de dire que la remise en question de la masculinité, des rôles de genre, c'est quelque chose qui arrive lorsqu'on on commence à arriver dans un certain confort. C'est-à-dire que pour moi, remettre en cause son genre, remettre en question la place genrée, c'est un privilège. C'est vrai, là je vais peut-être dire quelque chose hot take, mais on voit pas forcément de personnes dans l'extrême pauvreté qui sont en train de philosopher. Oui, alors je pense qu'il faudrait remettre en question la place de l'homme dans notre foyer. Enfin,
peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça reste quand même un luxe de se poser ce genre de questions. Alors, je vois où tu veux en venir, mais je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est propre, justement, aux familles bourgeoises, nobles, etc. Enfin, pour moi, cette image du pater familias, de l'homme qui doit être viril, entreprenant et prendre en charge sa famille, ça vient de l'image qu'on a pour un homme, de l'image qu'il va avoir de son père, par exemple. Et pour moi, c'est dans les clichés, c'est vraiment ce qu'on voit dans les familles bourgeoises du père qui a construit la famille, qui a construit la maison, qui a construit son empire. Et donc, il veut un fils, et c'est ce qu'on avait dans la royauté, il veut un fils pour reprendre ce côté-là, alors que dans les familles plutôt pauvres, plutôt t'as compris, c'est plutôt tout le monde va travailler et tout le monde prend en charge ce qu'il peut parce qu'on n'a pas d'autre choix. D'accord. Et là, du coup, tu me fais penser à quelque chose. Tu as parlé de l'homme qui se réfère à son père pour se construire lui-même en tant qu'homme. Question un peu large, un peu bateau. Comment est-ce qu'on se construit en tant qu'homme ? Est-ce que c'est une action qui est faite surtout à l'intérieur de nous-mêmes, ou alors est-ce qu'on se base vraiment uniquement sur des critères extérieurs ? C'est-à-dire, je reformule un petit peu, est-ce que la construction de l'homme, c'est quelque chose qui est vraiment interne, ou alors l'homme est construit ? Est-ce que l'homme se construit ou est-ce que l'homme est construit ? Je pense que cette question, pour le coup, elle peut s'étendre à l'homme avec un grand H. C'est vrai. Mais pour moi, on se construit avec ce qui nous entoure, globalement, que ce soit avec l'exemple qu'on a du coup de notre père, de notre grand-père, ou des amis qu'on a, on est ce qu'on fréquente finalement. Et donc, il se construit, oui, certes, c'est un cheminement interne. À un moment dans nos vies, on a tous des événements qui font qu'on se remet en question et on construit qui on veut être. Mais on part tous avec des bases et oui, il y a un certain déterminisme social qui fait qu'on va prendre le chemin qu'on nous a montré et qu'on nous a incité à prendre. Et pour les hommes, de moins en moins certes, mais ça passe par attendre de la virilité et de la masculinité et ça donne ça. Mais est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les grands médias, finalement, on a un immense accès à l'information qu'on n'avait pas forcément avant, et qui dit accès à l'information dit aussi possibilité de s'instruire et possibilité de se déconstruire sur ce que ça veut dire d'être un homme. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la possibilité d'aller contre ce déterminisme social de la masculinité, de la notion d'homme, pour se faire notre propre définition de ce que c'est un homme ? Je pense que c'est... Alors certes, du coup, on a les réseaux qui aident à se déconstruire, mais on a aussi les réseaux qui font l'effet inverse. Je pense à Alexis Chen, Andrew Tate, voilà. autres. Tout à fait, on se sait. On se sait, qui aident qui aident pas, du coup, à se déconstruire et qui, justement, alimentent donc non seulement cette idée de ce que doit être un homme, mais aussi de ce que doit être la femme par rapport à cet homme. Tout à fait. Ce côté de supériorité. Oh là là. Dites-nous, messieurs. Ça a l'air très bon, mais c'est al dente. C'est parfait, merci beaucoup. Si. Il faut encourager l'homme pour que l'homme cuisine, comme ça on va. Voilà. On encourage. Merci l'homme. Non mais crachez-lui dessus. Ouais. Mais comment ça ? Non, ici c'est un espace de bienveillance, mon cher ami. Voilà, on est des gens bienveillants. Au revoir. Merci. Fin de l'interruption. Merci, chef. Merci. Donc, nous avons un sublime gratin de gnocchi qui fut cuisiné amoureusement par Adrien pour ce podcast. Sympa. Merci, Adrien, de ces gnocchis. Ça a l'air délicieux. Alexis Chen ne serait pas. Je me permets de goûter. Petit moment ASMR du podcast. C'est très bon. Merci, Adrien. Merci beaucoup, Adrien. Mais donc, du coup, faisons ce petit appart alimentaire pour parler... c'est vrai que ça m'a donné envie on a parlé donc de l'homme qui cuisine, et ça m'a donné envie de parler du rôle de l'homme dans le foyer, et du rôle de l'homme aux charges ménagères, même de l'homme qui vit seul. Hein. C'est vrai qu'avant,
Je me souviens de mes grands-pères, pas forcément tous mes grands-pères, mais un grand-père en particulier, ou même des personnes, des hommes dans ma famille, qui se sarguaient, parfois même étaient plutôt fiers de se dire « Moi, je n'ai jamais changé une couche, je n'ai jamais cuisiné pour ma femme, je n'ai jamais pris un rendez-vous chez le médecin. » Et c'était vraiment une fierté, puisque vous comprenez, tout ça, c'est le rôle d'une femme, et puis que moi, je suis là pour couper des bûches et ramener l'argent à la maison. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'éduquerait pas de plus en plus les hommes à être autonomes, dans le sens pouvoir s'occuper de lui et prendre une place vraiment active dans le foyer? Est-ce que tu as l'impression que socialement, on a cette attente, finalement, qui pousse que l'homme doit être autonome, doit être une... Enfin, que... Je remets ça dans le contexte. C'est-à-dire qu'avant, la notion d'homme et de femme se construisait, on va dire, l'un avec l'autre, puisque le partenariat homme-femme, c'était un mariage, c'était un couple, et donc on n'avait pas forcément une notion de l'homme qui était distincte de la notion de la femme, puisqu'il y avait ces rôles genrés qui étaient très prégnants, l'homme au travail, la femme à la maison, la femme, cette figure de sensibilité, de douceur, de calme, et l'homme un peu cette figure plus forte finalement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on construit de plus en plus les hommes et les femmes séparément, c'est-à-dire que le couple, ça ne devient pas une zone de complétude, dans le sens il me manquait quelque chose dans mon organisation personnelle lorsque je n'avais pas d'épouse, que je n'avais pas d'époux. Aujourd'hui, c'est plus une espèce de complémentarité où chacun vient apporter quelque chose, peut apporter quelque chose de manière égale à la situation. Donc, ce détour pour en arriver au fait, est-ce qu'on apprend aujourd'hui vraiment aux hommes et à nos garçons finalement à devenir des personnes à part entière, au sens être complètement autonome, ou est-ce que c'était vraiment une notion avant qui existait et je pars complètement... Alors, juste pour répondre du coup à ta question, pour moi, alors oui, certes, on apprend de plus en plus aux hommes à se débrouiller par eux-mêmes, j'ai envie de dire heureusement, mais voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui reste, c'est que on dit souvent, et je lis beaucoup ça sur les réseaux en ce moment, un homme accompli, c'est une femme basique. C'est vrai, très vrai. Donc au final, oui, parce qu'on apprend à nos garçons à cuisiner et à faire le ménage, ça fait des hommes tout de suite beaucoup plus accomplis, des hommes mariables, etc. Alors que on attend d'une femme depuis qu'elle a 6 ans de savoir faire cuire des pâtes et de savoir passer le balai. Donc c'est vrai que c'est un peu... et pour le coup, encore aujourd'hui, j'ai des amis à moi qui ne savent pas faire leur lit, par exemple. On est partis en vacances, j'ai mon meilleur ami qui m'a dit mais comment on plie les chaussettes Voilà, c'est quand même... donc oui, c'est sûr que ça se démocratise, mais je pense que ça va aussi avec notre temps, parce on se marie beaucoup moins jeune, on se met en couple beaucoup moins jeune et beaucoup moins systématiquement, même si ça reste quelque chose de très présent. Et donc forcément, ils sont obligés de se faire à manger à un moment. Mais de se faire à manger, j'ai quand même une majorité de mes amis garçons qui survivent grâce à Uber Eats. Donc d'accord. Voilà. Un poids financier finalement. Finalement. Oui, mais après, là, je viens aussi tempérer. C'est vrai qu'on descend les hommes depuis bientôt 20 minutes. Pardon les hommes, on vous aime quand même, je vous aime beaucoup quand même. Mais c'est vrai que le fait que les garçons arrivent de plus en plus à être autonomes, j'ai aussi l'impression que ça vient aussi avec les filles de notre côté qui, elles, par contre, parfois perdent aussi de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on perd énormément en compétences. Pour remettre ça, avant, c'était mieux avant. Avant, en fait, les rôles de genre venaient avec des attentes et donc des compétences qu'on devait nécessairement développer. C'est-à-dire que les femmes savaient coudre, les femmes savaient cuisiner, les hommes, ils savaient bricoler, remettre en état des choses, la mécanique, ce genre de choses. Bon, oui, c'est très stéréotypé. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles, de plus en plus de filles qui savent pas énormément cuisiner, qui ne savent pas coudre. Là, c'est énormément de gens ne savent plus coudre. Tenir un foyer... Bon, c'est vrai qu'on descend les hommes en disant « Ouais, vous savez pas faire ça », mais c'est vrai que nous non plus, de notre côté, on n'a pas forcément appris plus à réparer des voitures, à vider des éviers et autres compétences qu'on laissait aux garçons. Donc, oui, moi je suis pour, bien sûr, la remise en question des rôles de genre, puisque, à mon humble avis, ils ont quand même beaucoup de conséquences qui sont plus négatives que positives, mais il faut aussi reconnaître la perte de compétences qui s'accompagne avec ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce problème ? Je vois où tu veux en venir et je reviens sur quelque chose que tu avais dit encore avant,
tu disais qu'aujourd'hui, à tes yeux, c'est mieux réparti, enfin, c'est équitable, les tâches ménagères, etc. Pas tant que ça encore. Mais... Oui, ça se démocratise, mais à mon humble avis, avant, c'était... En fait, pour moi, il y a une part de équitabilité dans le fait de... L'homme travaille et la femme fait le reste. Alors, je pense que, du coup, ce qui a... Ma vision du féminisme, c'est que, justement, on ait ce choix de... si j'ai envie d'être femme au foyer et que mon homme ramène l'argent et que c'est OK entre nous deux, bah c'est parfait. Et si c'est parce que je veux faire, du coup, je veux travailler, bah je sais que, par contre, voilà, toutes les tâches ménagères ne peuvent pas me revenir à moi à partir du moment où j'ai aussi un travail. Et donc, on se répartit la charge financière, on se répartit aussi la charge domestique, on va dire. Donc, je vois où tu veux en venir, mais voilà, pour moi, c'est... Le féminisme, c'est vraiment trouver cet équilibre et ce choix dans le couple. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire sur la forme d'égalité que ça prenait, hein, la femme au foyer, l'homme au travail. C'est vrai que c'était une sorte d'équilibre, alors que là, avec la remise complètement en question du rôle de l'homme, de la libération de la femme, hein, finalement, avec les mouvements du vote, de la femme qui a le droit de travailler, d'avoir un compte en banque, c'est vrai que tout ça, c'est venu avec énormément de liberté, et c'est un énorme pas en avant, bien sûr, ça, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que la femme, en fait, s'est émancipée. Elle a pris les responsabilités qui avant incombaient traditionnellement aux hommes, mais l'homme n'a pas non plus fait l'échange équivalent. Enfin là, je parle de l'homme en général, bien sûr, le cliché social de l'homme, bien sûr, il y a des particularités, voilà, mais not all men, mais l'homme en général n'a pas forcément pris les responsabilités qui incombaient à la femme. Donc là, c'est vrai que cette libération est venue avec un grand déséquilibre en défaveur des femmes, à mon avis, et c'est encore un déséquilibre qu'on essaie de patcher aujourd'hui, puisque même encore aujourd'hui, dans certaines sphères, là je parle surtout des sphères conservatrices et autres non-wokistes, on va dire. Ouais. C'est vrai que quand on est un garçon et qu'on se dit, qu'on dit oui, avec ma copine ou avec ma femme, on partage les tâches, je m'occupe de mon fils, hein, c'est vrai que pour faire un petit détour par la parentalité, on dit souvent que le père va garder son enfant, que le père aide. Oh, c'est génial, ton mari, il est super, ton mari, il fait la cuisine, ton mari, il fait le message, ton mari s'occupe de son fils. Mais encore heureux qu'il s'occupe de son fils. C'est son père, c'est pas du babysitting, c'est être un parent. Et c'est vrai que ça, encore aujourd'hui, ça vient avec beaucoup de moqueries, hein, entre... parfois venant des femmes envers les hommes, ces hommes-là qui sont dits déconstruits, mais surtout entre hommes. C'est-à-dire que t'es un père et t'es là, non, désolé, je n'ai pas envie d'aller faire à la pêche ce week-end, j'ai envie de passer du temps avec ma femme et mon fils. Tu vas te faire tailler dans ton groupe de mecs. Donc c'est vrai que le poids des stéréotypes aujourd'hui a la peau dure et a la vie dure. Et oui, mais du coup, c'est vrai qu'on retrouve... je pense que ce stéréotype... Faudrait demander ça à un homme. Oui, c'est vrai. Peut être pesant aussi pour les hommes, mais je sais que par exemple dans mon schéma familial, mon père depuis toujours me dit, il me dit, je n'aide pas ta mère, je fais ma part dans mon foyer. Logique, j'ai envie de dire, on va pas applaudir un poisson qui nage, mais d'une autre façon, il a beau dire ça et ça a beau être sa mentalité, dans les mœurs, c'est resté que c'est ma mère qui fait à manger. C'est ma mère qui nous emmène à la crèche, c'est ma mère qui nous emmène à nos activités, et mon père reste chez nous. Alors oui, il fait à manger quand ma mère est pas là, mais au final, même si son discours, j'aime pas ce terme, mais déconstruit par rapport à ce qu'on attend d'un homme, ça reste très cliché. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, nous, on n'a pas non plus acquis l'autonomie, dans le sens où j'ai jamais... c'est vrai que depuis petite, j'aide ma mère à faire à manger, j'aide pas mon père à tondre le gazon. Je ne sais pas tondre la pelouse de chez moi, je ne sais pas réparer ma voiture. Si j'ai un problème avec ma voiture, j'appelle mon père, c'est lui qui s'en occupe. Voilà, c'est des choses... Merci les garçons, quand même. Merci pour ça. Donc oui, je sais pas, je pense que c'est... Il y a un équilibre à chercher dans tout ça, mais où commencer, j'ai pas la réponse. C'est vrai, est-ce qu'il y a même une réponse à ce grand problème de société ? Je ne sais pas, personnellement, je ne l'ai pas, puisque je ne prétends pas avoir la science infuse. Mais c'est vrai que du coup, en revenant sur tes propos, tu t'as parlé du fait d'apprendre à tondre la pelouse, du fait que le père prenne à faire la cuisine.
Ça me fait penser aussi sur qui pèse la responsabilité de s'instruire mutuellement. Est-ce que donc l'homme et la femme doivent s'instruire mutuellement, apprendre l'un à l'autre à faire les choses, à prendre son indépendance, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre par nous-mêmes, vraiment lâcher dans la nature, c'est-à-dire que est-ce que nous, on doit avoir l'initiative de tourner la pelouse, de réparer un meuble, ou est-ce qu'on n'aurait pas une attente plus générale pour passer à un palier supérieur d'éducation, on va dire, prendre son autonomie, est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité aussi, l'un envers l'autre, de s'apprendre les choses? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, alors je vois ce que tu veux dire dans le sens où... en fait, ça s'apprend pas, c'est pas inné, on va dire. Mais... comment dire? Je vois pas comment ça pourrait se défaire, dans le sens où mon père ne va pas d'instinct m'apprendre à tondre la pelouse. Il faudrait que ça rentre complètement dans les mœurs. Et pour ça, il faut reconstruire la société. Et je pense que ça me paraît compliqué. Donc je sais pas. Mais après, d'un autre sens, comme on commence à apprendre aux hommes à faire à manger et à faire le ménage, est-ce que... c'est très cliché ce qu'on dit. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on est vraiment sur le cliché du rôle de l'homme. Et c'est vrai qu'on est passé assez rapidement sur la notion de ce que c'est être un homme. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ça dans la masculinité. Il y a aussi... envie de dire la masculinité, c'est des actes, mais c'est aussi une posture, une attitude. C'est vrai. Pour faire un petit détour, envie de parler un petit peu du rôle de la communauté homosexuelle dans tout ça, dans le portrait en général de l'homme. C'est vrai que se comporter comme un gay, avoir l'air gay, c'est adopter des comportements féminins en étant un homme. Sauf que, est-ce qu'il y a des comportements féminins? Est-ce qu'il y a des comportements masculins? C'est vrai que la communauté gay s'en est pris plein la gueule puisque les hommes sont féminisés, finalement. Oui. Pourquoi un comportement devrait être typé homme, typé femme? Est-ce qu'on peut quand même être un homme et avoir des comportements, genre porter une robe, porter du maquillage? Mais pour rebondir, ce qui me dérange surtout dans tout ça, c'est que on met en avant... quand on dit à ces hommes qui se comportent comme des femmes et qui sont féminisés, etc., ça sonne comme une insulte. Et donc je pense que c'est ça qui est quand même assez problématique, c'est qu'on met donc les hommes, dans notre définition du début de masculinité, etc., ont pris le fait d'être une femme comme quelque chose de mauvais et de critiquable, au point de le reprocher à d'autres hommes. Je pense qu'il y a quand même une forte part de responsabilité dans les mœurs et donc l'image qu'on donne à la femme depuis toujours, donc comme quelqu'un de fragile, etc. Je pense que ça remonte à avant, et donc il y a un lien intrinsèque entre l'image qu'on donne de la femme et l'image qu'on donne de l'homme. Il faut qu'il y ait... Oui, tout est genré, et je pense que c'est là le problème au final. Oui, bah oui, du coup ça fait un beau cercle sur le fait de se construire mutuellement. C'est vrai que la notion de femme se construit en miroir finalement avec la notion d'homme, et la notion d'homme se construit avec la notion de femme. Donc finalement, pour aller au bout du raisonnement, pour complètement reconstruire l'homme, il faudrait aussi reconstruire ce que c'est une femme, oui, finalement. Voilà, il faudrait... Enfin, je pense qu'il faudrait... après, ça c'est mon avis. J'ai envie de dire qu'il faudrait arrêter de donner un type d'une femme et un type d'un homme. Après, je sais que moi je suis très construite dans ce schéma de ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme. Et j'ai pas de souci avec ça, parce que j'aime ma part de féminité et j'aime l'image que ça renvoie de moi. Et c'est quelque chose que je construis, mais parce que ça me représente. Maintenant, je sais que j'ai des amis pour qui c'est pas le cas, des amis hommes comme des amis femmes qui se retrouvent pas dans ce qu'on attend d'eux. Donc je pense que oui, après le choix revient à chaque personne de se redéfinir en fait. Et ouais. Ok. Et là, du coup, j'ai envie de prendre un petit peu le contre-pied de tout ce qu'on a dit depuis le début et de parler du rôle utile quand même de ces rôles de genre, puisqu'ils existent depuis des centaines de milliers d'années. Il y a une raison derrière l'existence des rôles de genre. Donc est-ce qu'aujourd'hui, le fait de déconstruire complètement les rôles de genre, de ce que c'est un homme, ce que c'est une femme, presque même finalement d'effacer la notion d'homme et femme, et juste d'être tous un,
finalement, comme le dit la Bible, être tout saint en Jésus-Christ. Mais est-ce que le fait de ne pas effacer les barrières entre masculinité, féminité, homme et femme, ça met pas en danger, j'ai envie de dire, l'ordre social qu'on a aujourd'hui ? Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, à tes yeux, l'ordre social qu'on a construit, c'est le seul qui marche ? Non, c'est pas le seul cas, mais aujourd'hui, c'est vrai que si on pousse la déconstruction jusqu'au bout, est-ce qu'on risque pas finalement l'effondrement de la société si on va trop vite, si on s'y prend mal ? C'est vrai qu'ayant grandi dans ce système toute ma vie, on a tous grandi dans ce système toute notre vie, puisque je sais pas s'il existe un jour, sur la planète actuellement, un système qui est différent du système bigenré. Après, il doit y avoir des tribus, il me semble, en Afrique centrale et d'autres. Bon, je suis pas experte du tout, donc là, je patauge complètement. Mais c'est vrai qu'il existe des micro-sociétés où il y a pas forcément... il y a des sociétés matriarches, mais il y a aussi toute cette notion du troisième genre qui existe dans certaines sociétés aborigènes. Je ne saurais pas citer lesquelles, vous m'excuserez. Mais ça reste quand même genré, dans le sens c'est basé sur la biologie. Bon, il y a un sexe féminin, un sexe masculin. Est-ce qu'on peut même avoir un autre système que ça ? J'ai envie de dire. Je comprends ce que tu veux dire et ça se retrouve beaucoup dans le fait que pour revenir sur les couples homosexuels, quand on a un couple gay en face de nous, que ce soit un couple donc gay ou un couple lesbien, on va toujours demander qui est l'homme, qui est la femme. Et donc même dans ce système-là, ça nous renvoie toujours à ce système de, encore une fois, bigenré. Il faut un homme et une femme. Et après, je trouve que ça se complète. À mes yeux, un homme et une femme se complètent, mais je pense que... franchement, j'ai pas la réponse à cette question, mais il faudrait étudier le sujet. Mettez la réponse en commentaire, si jamais on a des grands sociologues, des spécialistes de l'étude de genre. Commentez à fond sur YouTube et sur Spotify pour nous donner la réponse à ce grand problème et mettre fin à ce débat philosophique millénaire. Donc on n'a pas la réponse du tout. Voilà. On parle, mais on n'a pas la réponse. Voilà. Mais oui. Donc c'est vrai que pour parler effondrement de la société, ça me fait aussi penser du coup à tous les effets négatifs des stéréotypes, de la notion de genre. Et c'est vrai que j'ai envie d'évoquer quelque chose dont on en a parlé rapidement, en sous-entendu. Mais oui, les hommes profitent de ce système qui est fait à leur avantage, dans le sens la société est construite autour des hommes, la médecine est construite autour des hommes, tout est construit autour des hommes aujourd'hui, et c'est vrai qu'on déconstruit. Et là, j'ai pas envie. Même le dentifrice est construit autour des hommes. C'est dire, le savon est construit autour des hommes. Enfin bref, c'est pas pour être péjorative ici, là je cite juste un fait, c'est-à-dire que les machines à la salle de sport sont faites sur des hommes. La majorité des études scientifiques sont testées sur des hommes. C'est vrai que la médecine autour du corps féminin, elle est criminellement en retard. On en sait plus sur la Lune que sur le corps de la femme. Enfin bon, bref, ça c'était mon petit coup de gueule féministe à part. Mais donc oui, la société est construite autour des hommes aujourd'hui, mais elle est aussi construite contre les hommes, j'ai envie de dire. Elle est construite pour les hommes dans le sens où il y a des avantages énormes à être un homme aujourd'hui, mais ça vient aussi avec une pression qui est non négligeable, même si on déconstruit encore aujourd'hui le concept de masculinité. Être un homme, ça vient avec une pression financière, avec une pression sociale, avec une pression émotionnelle énorme. Tu as parlé tout à l'heure du fait que l'homme n'a pas le droit de pleurer, l'homme ne parle pas de ses émotions. Et c'est vrai de dire que identifier toutes les émotions à la femme, ça enlève à l'homme une énorme partie de l'expression dont on est censé disposer en tant qu'être humain, et donc ça crée... déjà, ça isole énormément l'homme. J'ai vu quelque part une phrase de je ne sais plus qui dit que être un homme, c'est une expérience qui est quand même parfois extrêmement solitaire. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on a accès à un entourage féminin qui est super sauté, et on a cette notion de sororité. Entre femmes, on entre dans une pièce avec que des hommes, on trouve la femme et on se dit toi et moi, toujours unis à vie à la mort. Alors que les femmes, elles sont socialisées à se construire ensemble, c'est-à-dire qu'on est socialisées à être des groupes de femmes, à faire des groupes de potinage, à faire des groupes de cuisine, enfin bref, être d'un groupe de femmes. Alors que l'homme, il est socialisé pour tirer son épingle du jeu, pour être différent des autres hommes, pour être mieux que les autres hommes, mieux que les autres. Et ça vient aussi avec le fait de ne pas montrer sa vulnérabilité, et même parfois d'ignorer complètement sa vulnérabilité. Ça pousse du coup à des hommes à être finalement dans le déni d'eux-mêmes.
Ok, oui. Est-ce que tu vois ce que je veux Oui, dire? je vois ce que tu veux dire. Mais après, du coup, c'est vrai que ça se déconstruit vachement, je trouve. Dans le sens où on voit de plus en plus d'hommes assumer leurs émotions. Mais un phénomène que je remarque beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qui m'a emmenée à être ici devant ce podcast, c'est que la principale émotion que les hommes vont extérioriser, c'est la colère. J'ai vu mon père pleurer une fois en 20 ans d'existence, mon meilleur ami une fois une larme, je pense, alors que voilà, c'est donc mon meilleur ami depuis 5 ans. Enfin, c'est des choses quand même, je pense, qui sont ancrées en eux de ne pas pleurer, mais je trouve que ça se ricoche sur certaines femmes. On trouve de plus en plus, je pense qu'on trouve de plus en plus de je veux pas pleurer, je suis une... ou par exemple, j'entends je suis une femme forte, je vais pas pleurer, je vais pas m'énerver, enfin, je vais pas montrer mes émotions finalement. Donc on a aussi ce côté où le côté fort est associé aux hommes. Et oui, je pense que c'est un poids. Ils nous diront. Mais... Est-ce qu'ils nous diront ou est-ce qu'ils vont pas finalement être réprimés et ne pas assumer leurs émotions? Peut-être. Ça, c'est une bonne question. Et ouais. Mais oui, c'est vrai que tu as parlé des émotions comme étant féminines et donc mauvaises, mais là, du coup, il y a une plus grande notion de désigner l'émotion comme une faiblesse. C'est vrai que, est-ce que c'est à cause des rôles genrés ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui s'est construit concomitamment avec ça? Montrer une émotion, aujourd'hui, c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que montrer autre chose que la colère, que l'impassibilité, c'est montrer comme être une faiblesse. Alors que, les émotions, elles existent pour des raisons. La nature nous a donné la colère pour nous protéger, mais la nature nous a aussi donné le stress pour nous protéger, pour nous dire attendez, je vois un jaguar dans le fond, il est peut-être l'heure de faire monter le taux de cortisol de cet individu pour qu'il trace et qu'il court. Enfin, pour moi, toutes les émotions ont un rôle et qualifier une émotion de faiblesse, qualifier la peur ou la tristesse de faiblesse, c'est une erreur. Ça nous empêche, nous, déjà, de vivre pleinement l'expérience humaine comme Dieu nous l'a donnée, j'ai envie de dire, mais aussi de réguler nos émotions, puisque quand on vient mettre un label négatif sur une émotion, ça pousse la personne à repousser cette émotion, à se dire non, j'ai pas le droit de ressentir la tristesse, ou alors je la ressens, mais non, c'est bon, ça sert à rien, ça me fait pas avancer, je la mets sous le tapis, et puis on part autre part. Enfin, ces émotions comme la tristesse, l'anxiété, le stress, la peur, le deuil, enfin, toutes ces émotions qui sont dites comme négatives, il est super important pour moi de les accepter et de les intégrer dans notre vie, puisque sinon, ça crée des individus, comme beaucoup d'hommes, encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes avant, mais aussi beaucoup d'hommes aujourd'hui, qui bouillonnent finalement de ces émotions-là, mais qui n'arrivent pas à les extérioriser, et qui donc les extériorisent, comme tu l'as dit, par la violence, ou alors par les comportements addictifs. Hein. C'est-à-dire qu'on voit dans le passé le cliché de l'homme, il était alcoolique. Le cliché de l'homme, il battait sa femme. Oui. Est-ce que finalement, le cliché de l'homme aurait dû peut-être voir un psychiatre ? Oh, je ne sais pas. Mais... Enfin voilà, tout ça pour dire que, oui, là ça fait 40 minutes qu'on taille les hommes, mais il faut aussi reconnaître le fait qu'ils sont certes instigateurs de ce système, ils en sont aussi victimes, puisque ça crée des générations après génération d'hommes qui sont réprimés, d'hommes qui donc sont violents à cause de ça. Et aujourd'hui, la majorité de la violence, elle est due aux hommes. Il me semble que 90% des violences, c'est les hommes. Est-ce que ce serait pas aussi dû à ça ? Mais je pense, pour élargir, que... certes, on a du coup appris aux hommes à intérioriser leurs émotions, mais je pense que c'est parce que les émotions, en général, dérangent les gens autour. Je sais que j'ai eu ce débat il n'y a pas longtemps, de quand on est triste, ça dérange les gens de voir notre tristesse en face, de ressentir cette tristesse. Et tu parlais de la sororité, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité j'ai ma copine qui pleure, elle vient chez moi et on pleure ensemble toute la nuit et on vit cette émotion à deux. Et il y a beaucoup moins ça chez les hommes. Mes amis garçons me disent que eux, non, ils vivent cette émotion tout seuls. Et je pense vraiment que cette émotion dérange et que les hommes ne sont pas prêts à accepter cette émotion. Et c'est quelque chose qui remonte, qui est vraiment une construction sociale. J'ai un exemple tout con. Mais il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu l'occasion, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais vous allez comprendre, j'ai assisté à un enterrement musulman
et c'est dans leur coutume, les femmes n'assistent pas à l'enterrement parce que justement elles savent pas gérer leurs émotions et que ça va... Alors peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais disclaimer, c'est la version qu'on m'a donnée et donc en fait oui, leurs émotions sont trop fortes et ça va donc brouiller la paix, etc. Enfin voilà, je ne vais pas m'étendre sur le débat, mais donc oui, je pense vraiment que les émotions dérangent et que c'est ça qui a créé le fait qu'on demande aux hommes d'intérioriser parce qu'ils doivent avoir ce côté-là fort, de pouvoir prendre les émotions des autres, mais surtout pas les leurs. Oui, de contrôler ses émotions. C'est vrai qu'on peut faire aussi un parallèle avec tout le monde politique. On écarte souvent les femmes de la politique, des positions de décision, parce qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions. Vous comprenez, une femme, c'est volatile, c'est un cercle hormonal. Donc on ne va pas laisser une femme au pouvoir. Alors que, bon, j'ai pas envie de vous référer à l'histoire, mais est-ce que la majorité des conflits n'ont pas été commencés par des hommes ? Est-ce que la majorité des violences ne sont pas exprimées par des hommes ? Mais bon, autre débat, peut-être autre podcast, si jamais ils nous autorisent à revenir, parce qu'ils ont accepté nos folies de wokistes, finalement. Mais bon, c'est vrai que les émotions, en général, sont énormément décriées dans la société, surtout dans notre société là, occidentale. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on prend un prisme qui est très occidental, qui est très européano-centré, parce que c'est là où nous sommes. Bonjour, nous sommes à Aix-en-Provence, en France, bien française. Bon, voilà, c'est vrai qu'on vit sous un prisme et on l'assume. Mais ce côté du rejet de l'émotion, j'ai l'impression que c'est aussi le produit d'une société de plus en plus individualiste. C'est-à-dire que montrer une émotion, c'est déranger l'autre. C'est mettre un poids sur les épaules de l'autre. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler à des amis masculins à moi qui me disent qu'entre amis hommes, ils ne montrent pas forcément une émotion que la joie, ce côté un peu exubérant, parce qu'ils veulent pas aussi mettre un poids sur les épaules de leurs amis. Il m'a dit, moi j'ai du mal à gérer les émotions des autres aussi. Par exemple, si une personne vient à pleurer dans lui ou même à montrer des émotions négatives, il dit moi je sais pas gérer ça parce que les gens montrent pas leurs émotions autour de moi et je ne montre pas mon émotion autour des gens. Donc ça crée aussi des gens qui savent pas gérer du tout les émotions. Donc lorsqu'ils viennent à vivre des émotions comme ça, être submergés par des émotions, ils savent pas du tout les gérer. Ça me fait... Bon là, je vais complètement au part, mais le fait qu'il y ait une statistique qui montre que un homme est 5 fois plus... a 5 fois plus de chances de quitter sa femme si elle a le cancer ou une autre maladie. C'est parce qu'aussi... une maladie comme le cancer, c'est un poids énorme à gérer pour un couple. C'est horrible d'avoir le cancer. Et l'homme, la personne en question, ne sait pas gérer en fait la souffrance de sa femme, la souffrance de son partenaire masculin aussi également, puisqu'il existe des couples liés au cancer. On vous le souhaite pas, mais bref, voilà, vous le savez. Et ils vont partir en fait pour s'échapper parce qu'ils ne savent pas gérer cette émotion-là. Ils n'arrivent pas en fait à la rationaliser, à la traiter. Donc pour revenir sur ça, finalement, est-ce qu'une solution, pour que les émotions soient plus acceptées, ce serait aussi de créer une société plus soudée ? Il me semble qu'ils avaient dit ça dans un podcast précédent. CF, le podcast d'avant, le podcast d'encore avant, je ne sais plus lequel, ils avaient dit que l'une des solutions, c'était d'avoir une société qui serait moins individualiste, plus collective, se reposer un peu plus les uns sur les autres, il me semble. Corrigez-moi, mettez un petit disclaimer en dessous. Dites la grosse merde, on n'a pas dit ça. Mais bon, ce serait pas finalement de se retourner un peu plus les uns vers les autres et d'ouvrir notre cœur, finalement. D'aller chez le psy, finalement. Oui, d'aller chez le psy. On va faire des sous aux psychologues après ce podcast. Là, tout le monde va aller chez le psy. Wouh. Oui, c'est... J'espère que mon père écoutera pas ça. Avec ma cousine, on a souvent dit que ce serait beaucoup plus facile. C'est quoi ça ? Pardon. Je me suis trompée de bouton, je voulais muter. La musique est super. Alors, mon père avec ma cousine, je pas la peur. On coupera ça au montage. Cut. Ils vont laisser. Ah ouais, j'en suis sûre. Je suis vraiment surpris en plus. Moi aussi. Attends, je peux me... Pardon, on se recentre. Voilà, c'est feng shui. Désolée les garçons, c'est notre premier podcast. Voilà. C'est ok. Et c'est vous nous avez mal expliqué. Et c'est ok, voilà, tout est votre sur faute. Les hommes. Voilà. Et c'est ok. Mais oui, du coup, on disait que nos vies seraient beaucoup plus faciles si nos pères étaient allés chez le psy avant de faire des enfants, tout simplement.
Et si leur père était allé chez le psy avant de les avoir. Je pense que ça remonte à bien avant. Donc, s'il vous plaît, allez chez le psy avant de faire des enfants. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement une licence pour avoir des gosses, une autorisation légale vous avez le droit d'avoir des enfants, c'est bon, vous n'êtes plus un danger pour la société ou pour vous-même. J'ai eu ce débat avec le copain de ma sœur et je me suis un peu fait insulter. Mais vas-y, Mais ayons parce ce que débat maintenant. Faut-il avoir une autorisation pour avoir des enfants? Voilà, aucun rapport avec les hommes, enfin si, Aucun quoique, hein, mais... Finalement. Mais je pense qu'il y a un côté assez... Je comprends le côté problématique et hyper liberticide de faire ça quand même. On s'entend. Mais en même temps, le côté protecteur, je sais que pendant tout un temps, je voulais travailler dans la protection de l'enfance. Et pour avoir rencontré beaucoup de professionnels de ce milieu et beaucoup d'enfants, et avoir entendu leur histoire ou encore lu des livres par rapport à ça, bah oui, en fait, c'est protéger les enfants que de certifier que la personne soit apte à être parent. Et du coup, je pense, pour en revenir sur les émotions, je sais que mon père ne sait pas gérer ses propres émotions, et donc ces émotions ont répercuté sur moi, et il ne sait pas gérer mes émotions non plus. Et je pense que c'est le rôle d'un parent quand même d'apprendre à un enfant à gérer ses propres émotions et à se construire. Donc oui, franchement, on va démocratiser l'idée. Un petit permis de Voilà, parentalité. permis de copuler, allez, voilà. Ce n'est plus un gag, finalement. Il y en a tout, dans tous les magasins, vous savez, pour leur anniversaire, permis de coucher. Ah ben voilà, Eh ben, il est officiel maintenant. voilà. Avec le permis de conduire, on a le permis de baise. Allez. Pardon, c'était super gras ce que je viens de dire. Excusez-moi, je suis une femme distinguée, ok? C'est ok. Et On c'est reprend ok. la côté sophistiqué. On reprend le côté sérieux et sophistiqué pour revenir sur des sujets plus graves, plus tristes, les hommes. Les hommes. Mais oui, donc oui, se tourner les uns vers les autres, apprendre aux hommes à gérer leurs émotions, c'est vrai que ça ferait énormément diminuer la tension, et puis ça rendrait aussi la vie des hommes beaucoup plus facile, hein, puisque enfin, je l'assume aujourd'hui, j'aimerais pas être un homme parce que je vois encore la vie, enfin, ce qui est attendu en général d'un homme, la vie cliché, vraiment cliché d'un homme. Moi, ça me donne pas forcément envie, hein. Est-ce que toi, t'aimerais? Pas tant, mais pour le temps qui nous reste, je vais faire un petit virage en épingle. Je voulais parler avec toi de quelque chose, parce qu'on parlait justement de la violence et que les hommes expriment tout ça par la colère. Et donc, quand tu dis que t'aimerais pas être un homme, alors moi non plus, mais plus dans le sens où, et c'est vrai que c'est un reproche que beaucoup de personnes masculines à qui je parle me font, c'est la généralisation qu'on a fait autour des hommes aujourd'hui, de c'est tous les mêmes, tous les hommes, etc. Alors que not all men, finalement. Not all men, mais always a man. a lot quand même. Et oui, toujours une femme, en fait, c'est ça. Je pense que c'est la réponse que je donne le plus, c'est pas tous les hommes, mais toutes les femmes, malheureusement. Donc je voulais ton avis sur ça. Sur le fait de la généralisation qu'on a fait du coup autour des hommes. Ben, c'est vrai, je suis d'accord, hein, avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que depuis tout à l'heure, ça fait 50 minutes qu'on fait des généralisations sur les hommes, et je suis désolée, les hommes, vous avez nos excuses les plus profondes, puisque vous n'êtes pas tous les mêmes, comme toutes les femmes ne sont pas toutes les mêmes, hein, finalement. C'est vrai que là, on parle grandement de société, mais bien sûr qu'il y a des cas individuels, il y a des hommes qui sont complètement écartés de tout ce qu'on vient de dire. Il y a des hommes bien, et ouais... un peu il y a caché des hommes quelque part. Et on vous aime, et on aimerait bien vous trouver d'ailleurs, les hommes bien. Manifestez-vous en commentaire. Voilà. J'embrasse tous les hommes bien, j'embrasse aussi tous les hommes mauvais. On a tous besoin d'une chance dans la vie. Ils ont du bien au fond, on espère. Voilà, finalement, il n'y a pas de personne mauvaise. Non, quand même. Là, c'est nous qui sommes mauvais sur le coup. Oui. C'est nous qui sommes mauvais. Dérive un peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on fait beaucoup de généralités autour des hommes, et... c'est quelque chose que surtout les masculinistes en fait qui font ça, en parlant de tout le mouvement MeToo, de la généralisation de la parole. C'est vrai qu'on nous dit ah oui, mais maintenant j'ai peur d'accoster une femme dans la rue, j'ai peur de flirter, ou j'ai peur de même dire bonjour à une femme parce que vous comprenez, je vais me faire accuser de viol derrière, c'est terrible. Et en fait, j'ai envie de dire pourquoi est-ce que vous avez peur de ça si vous ne faites pas partie du problème? C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont sensibles, oui, il y a des personnes qui s'expriment mal, mais il y a quand même une énorme différence entre approcher une fille dans la rue et lui dire « Excusez-moi madame, je vous ai vue, je vous trouve très jolie, très charmante,
est-ce que je pourrais avoir votre numéro s'il vous plaît? Non, d'accord, vous avez un copain, ce n'est pas grave, je vous remercie, passez une excellente journée. Et ouais, mademoiselle, t'es trop bonne, excuse-moi, t'as une 06, donne-moi ton snap. Enfin, il y a une balance. Voilà, en fait, si vous ne faites pas partie du problème, les chances que on vous tombe dessus sont mais infiniment minimes. Oui, à part de tomber vraiment sur... oui, après, ça peut être sur une la folle, mauvaise journée. Enfin, voilà, ça... Il y a des femmes mauvaises aussi. Oui, c'est ça, hein, on n'est pas toutes des anges, il y a des femmes qui vont utiliser aussi leur privilège féminin, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du privilège masculin, mais il existe aussi en contrepartie un privilège féminin, de croire la femme au détriment de l'homme, et ça, c'est surtout quelque chose qu'on voit dans les cas de violence conjugale par les femmes, de viol par les femmes, hein, puisque oui, bien sûr, les hommes peuvent être victimes de violence, les hommes peuvent être violés, et les femmes, certaines femmes utilisent aussi ce privilège-là pour finalement se couvrir. Mais pour réagir sur ce que tu as dit dans le fait d'être accosté dans la rue, alors, je suis d'accord avec toi dans le fait qu'il y a une façon de le faire, mais la chose que je relève, c'est que d'expérience, même si la personne m'aborde très sympathiquement, très poliment, très classe, j'ai très peu de moments où quand tu dis non, ça finit pas par un salope. Ouais, c'est vrai. C'est encore une communication. Oui, bon, le problème face au non. Mais pour parler de la généralisation, j'essaye personnellement de pas le faire, mais d'un autre côté, c'est vrai que il y a des réflexes qui, je pense, sont vraiment innés, en fait. Vraiment, on nous l'apprend pas, mais c'est comme ça. Si je prends le métro le matin ou tard le soir, je vais jamais aller dans le wagon où il y a qu'un homme. Ou si, genre là, je vais rentrer chez moi, il fait nuit. Je marche, si je croise un homme, je pense que ma première réaction, limite, est physique, c'est une boule au ventre en mode ok, on baisse les yeux, on essaie de... Donc c'est vrai, si d'un coup il me parle, suivant l'heure, je vais potentiellement mal réagir, mais plus de peur que de préjugés. Enfin, oui, c'est con à dire, c'est vraiment des préjugés pour le coup. Mais est-ce qu'on y peut quelque chose finalement ? C'est aussi parce qu'on vit dans cette société, malheureusement une société violente, où les auteurs de violence, comme on l'a dit, sont souvent des hommes, et un peu envie de dire qu'on réagit comme ça naturellement. Mais j'aimerais penser que dans une société utopique où tout va bien, où tout le monde va mieux, tout le monde est déconstruit, les émotions sont traitées, la violence diminue, on va pouvoir croiser un homme et se sentir en sécurité, et un homme va pouvoir accoster une femme dans la rue et sans se sentir victimisé, ou sans se dire mon Dieu, elle va m'accuser de viol, ce genre de choses. Et on pourrait aussi croire les hommes sur les histoires qu'ils vivent avec les femmes. Hein. Oui, bien sûr. Mais pour toi, le commencement de tout ça, ce serait où ? Ça, c'est le débat, c'est la question qu'on avait posée tout à l'heure. Oui, Comment résoudre ce grand problème ? Et c'est comme j'ai l'impression qu'on va reprendre un peu tout ce qu'on a dit, mais se reposer les uns sur les autres, arriver à communiquer et se connecter les uns aux autres, que les hommes parlent de leurs émotions, que les femmes aussi parlent des émotions des hommes. Allez, mais pas que. Parfois, le psy n'est pas la solution. Parfois, il faut toucher de l'herbe et aller respirer un grand bol d'air, là où ça vous fait du bien, les amis. Mais voilà, selon moi, ça commence surtout par le fait de ne plus avoir peur de s'exprimer, d'accepter qu'il nous arrive des bonnes choses, qu'il nous arrive des mauvaises choses, et pouvoir partager ça les uns avec les autres sans nous mettre plus bas que terre, sans avoir toujours cet état d'esprit d'il faut être meilleur que les autres. Non, il faut vivre avec les autres, il faut que hommes et femmes vivent tous main dans la main, parce que là je viens de dire un truc de Winnie l'ourson, mais de folie. Mais c'est vrai, finalement il avait raison, Winnie l'ourson, il faut qu'on s'aime les uns les autres, bordel de merde. Voilà. Écoute, ça fait 1 heure qu'on parle, je pense qu'on peut finir sur cette touche très positive de aimons-nous et voilà, et courage aux hommes. Acceptons nos émotions finalement, et voilà, soyons soudés face à tout ça. Et je pense que oui, effectivement, le changement commencera quand tout le monde sera en osmose. Tout à fait, en harmonie. En harmonie, finalement. Voilà, cœur sur vous. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à Nicolas et Adrien de nous avoir invités, de nous avoir cuisiné. J'adore parler. Oui, moi aussi j'adore parler, comme vous avez pu l'entendre. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker ce podcast et à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, à nous dire si on est des connasses de wokistes ou si finalement on a raison, et aussi faire des parallèles entre ce que les garçons ont dit sur leur podcast sur les femmes.
J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont dit. Moi aussi, je vais écouter ça et réagissez rapidement. si on a dit des conneries. Voilà. N'hésitez pas. Oui, parce que en tant que femme déconstruite, on accepte d'avoir tort. Pas toujours. Mais Soyez ayez des arguments avant de me dire que j'ai tort. allez, bisous, cœur sur vous, et n'oubliez pas les hommes, on vous aime quand même. On vous aime quand même. Ah, c'était trop fun. J'adore. Ouais. C'est mon notion, on va lancer leur podcast. On va faire une rivalité. Voilà. Bah, eux, c'est on mange et on parle, nous, ça va pas. On fait le ménage et on parle. Là, ça tombe toujours, je viens de dire un truc pas du tout féministe. Oui, non, pas du tout. Vraiment pas.